La sorcière incarne la femme affranchie de toutes les dominations, de toutes les limitations. Elle est un idéal vers lequel tendre. Elle montre la voie. Cette citation est tirée du livre Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Bonjour et bienvenue dans l'émission Secret de sorcière. En plus du podcast de contes végétaux, je vais t'emmener découvrir des femmes toutes un peu, beaucoup sorcières et qui nous racontent leur savoir et leur parcours dans des livres ou des grimoires, mais surtout sur leur art et leur expérience de vie. Je suis Sonia Bilouti, une conteuse végétale et une sorcière des temps modernes, diplômée de phytoaromathérapie et consultante feng shui. Pour ce dernier épisode de la saison de Secrets de sorcière, je suis avec Maëlia Legrand, fondatrice de Manalab. Manalab est une marque de compléments alimentaires naturels pour le bien-être mental. Ces compléments alimentaires sont inspirés des médecines ancestrales et sont formulés à base de champignons et de plantes adaptogènes. Ils sont 100% naturels, bien sûr, et scientifiquement validés. Mais avant de fonder son entreprise, Maëlia a été naturopathe, professeure de yoga et bien d'autres choses. Elle nous racontera aujourd'hui son parcours parfois du combattant dans la création et la direction de son entreprise depuis maintenant 1 an. Et pour introduire cet épisode, j'ai envie de citer Agnès Replier, essayiste américaine du 19e et début du 20e siècle. L'impulsion du voyage est l'un des plus encourageants symptômes de la vie. Hey, bonjour Maëlia et merci d'être à mon micro, merci d'avoir accepté cette invitation à venir parler de ton parcours. Et je souligne juste que c'est la dernière conversation de sorcière de la saison 4 et que à partir de la saison prochaine, le format sera très différent. J'avais commencé la série des conversations de sorcières ou les secrets de sorcières par une très jeune femme qui venait d'écrire et de publier son premier roman fantastique, et que je me rends compte que je termine ce format et cette saison avec de nouveau une très jeune femme pleine de ressources, au parcours déjà très riche et que tu vas, Maëlia, nous détailler. Mais juste avant, j'aimerais te présenter aux personnes qui nous écoutent. Alors, j'ai rencontré Maëlia sur Instagram. Elle venait de découvrir un de mes épisodes du podcast, donc Sorcière en herbe. Tu m'avais envoyé, Maëlia, une vidéo spontanément. Tu étais à ce moment-là à Bali. Je me souviens, c'était en hiver et toi, tu étais en plein soleil, filmé en débardeur. Enfin bon, le truc qui n'avait absolument rien à voir avec le contexte dans lequel j'étais moi. Et tu m'as parlé des plantes adaptogènes et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est que tu m'as remercié pour les contenus de mon podcast et en particulier sur les sujets du stress et des plantes adaptogènes et de l'effort que je faisais pour expliquer, éduquer de manière simple sur ces sujets. Et depuis, on a gardé contact régulièrement sur Insta. Je l'ai suivi au sens de follower, mais j'ai surtout suivi toutes les étapes de ton parcours, de ton engagement et aussi de ton parcours entrepreneurial sur lesquels tu vas revenir, tes kiffs à Bali, tes galères aussi, et parce que tu lances un nouveau produit sur le marché des compléments alimentaires et c'est intéressant de voir d'abord qu'à ton âge, tu es déjà entrepreneur avec des idées très précises sur ce que tu souhaites et comment tu veux aussi vivre ta vie, mais pas que. Et tu vas nous expliquer tout ça. Merci beaucoup de me recevoir. En effet,
En effet, pour moi, c'était important de te dire merci parce que je crée du contenu aussi et je sais que c'est un sacré boulot et qu'il n'y a pas de de retour sur investissement la plupart du temps. Donc c'est juste voilà, donner de l'information, communiquer, partager ses passions et voilà. Et je sais que voilà, c'est beaucoup de boulot et c'est beaucoup de temps. Donc merci beaucoup de me recevoir et je maintiens la petite vidéo que je t'avais faite. Merci de faire et de faire ce podcast et de permettre à d'autres personnes d'avoir accès à tes connaissances. Donc c'est vraiment super. Merci Maëlia. Alors présente-toi un petit peu aux personnes qui nous écoutent à ta façon, avec tes phrases, avec comme tu le souhaites. Raconte-nous un petit peu qui tu es et ton parcours. Alors, au niveau de mon parcours, alors au niveau de qui je suis, c'est compliqué de se décrire en une phrase. Je dirais que je suis une passionnée de la vie, de bien-être, une personne qui adore apprendre. Je pense que c'est mon moteur premier. J'ai besoin de ça et qui aime solutionner des problèmes. Et donc un jour, j'ai décidé de solutionner des problèmes et donc de lancer ma boîte. Mais donc avant ça, pour revenir un peu sur mon parcours, sinon je vais me perdre, j'ai commencé à la base dans le marketing à Paris, au siège d'une banque. Pendant un an, ça m'a pas du tout plu. Ça allait pas avec mes valeurs, ça allait pas avec mes passions. Ça allait bien dans la continuité d'une école de commerce, mais c'est un peu ce qui m'a permis de me rendre compte que c'était pas fait pour moi et que j'étais absolument pas à ma place. Donc à la suite de ça, même si c'est vrai que ça reste le type de boulot qui est confortable avec un salaire, avec une sécurité, etc. Mais enfin bref, tout ça pour dire que ça m'allait pas. Et je le savais au final depuis quelques années, mais quand on se lance dans un parcours classique, on essaye de le suivre et puis on se dit mais si, ça va le faire. Ça l'a pas du tout fait. Bon, c'est pas grave. Du coup, Tu auras tenté et tu as la preuve que c'est pas pour toi. Ce n'est pas une exactement. théorie, c'est de la pratique. Tu le sais maintenant. C'est de la pratique, exactement. Du coup, en fait, un jour, j'ai décidé de tout quitter. J'ai tout lâché. J'ai lâché mon appart à Paris, etc. Et j'ai décidé de partir vivre à l'étranger pour pouvoir me consacrer à ce qui me passionnait et ce que ma curiosité m'amenait à découvrir, notamment la naturopathie, la nutrition majoritairement végétale, parce que c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait, et la phytothérapie de manière générale. Tout ce qui tournait autour des médecines ancestrales qu'on retrouve plutôt dans des pays à l'étranger. En France, on a assez peu d'accès à ce type de ressources. Donc j'ai décidé de partir à l'étranger. En toute sincérité, ça m'a aussi permis, parce que je suis partie avec pas forcément grand chose. Donc ça m'a permis de faire baisser mes coûts de vie pour reprendre les études, parce que à la suite d'une école de commerce, on a surtout un prêt sur le dos plus qu'un compte en banque rempli. Donc quelques connaissances et un gros prêt à rembourser. Exactement. Et donc ça m'a permis, mine de rien, de pouvoir continuer à étudier en faisant baisser mes coûts de vie. Et à la suite de ça, du coup, j'ai pu étudier la nutrition végétale, la naturopathie, et je me suis passionnée pour ces sujets. J'ai aussi, sur ces années-là, j'ai eu la chance d'avoir énormément d'expériences, le type d'expérience qu'on peut avoir qu'une fois qu'on a quitté un petit peu le chemin classique et qu'on se retrouve avec plein d'opportunités qui arrivent comme ça, les unes après les autres, et puis on les prend, et puis pouf, et puis voilà, c'est la vie. Et j'ai énormément de reconnaissance pour toutes ces expériences que j'ai pu vivre. Ça a été une sorte de voyage initiatique, entre guillemets, pendant quelques années, là, les dernières années, et qui ont pu me permettre de tester en fait différentes pratiques qui sont liées, culture et pratiques qui sont liées au bien-être aussi, plein de pratiques alternatives qui arrivent progressivement en France, on le voit arriver, mais en tout cas, ça reste quand même plus développé à l'étranger. Et donc j'ai eu la chance de vivre un peu tout ça avant et pendant le lancement dans ce projet entrepreneurial.
Tu parles de pratiques alternatives ou complémentaires, plusieurs que tu as découvertes à l'étranger. Est-ce que tu peux en citer quelques-unes ou toutes celles que tu as découvertes? Alors, avec grand plaisir. Je vais quand même essayer de marcher sur des œufs parce que en fonction des pays, il y a des choses qui sont légales, Interdite. moins légales, voilà, exactement. Et surtout en termes de perception, on n'a pas du tout la même perception en fonction de la culture qu'on peut avoir. Mais disons que tu as découverte, peut-être certaines expérimentées. Exactement. Après, l'expérience t'appartient, tu as le droit d'en parler. Exactement. Et puis pour moi, c'est quelque chose de. Là, je ne vais pas recommander quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est vrai que pour moi, ça a été toujours des expériences très intéressantes, très enrichissantes. Donc je recommande pas forcément à qui que ce soit pour quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est vrai que moi j'ai eu la chance donc de faire certaines expériences comme par exemple en Amérique du Sud de l'ayahuasca, qui est une expérience très très puissante avec une plante qui est là-bas vue comme une plante sacrée, qui est une connexion à la nature mère entre guillemets, et qui était une expérience profonde, particulière et assez forte, mais très intéressante. Un véritable voyage intérieur très fort qui, exactement, dans un état de conscience élargie, pour ne pas dire modifié, qui est très intéressant. Alors j'ai vécu la même chose, donc je sais de quoi tu parles. Il y a très longtemps aussi, et j'en parle dans les précédents épisodes. Tout le mois de juin a été consacré au chamanisme. Donc j'en ai parlé à travers les plantes, à travers l'histoire et à travers une interview d'une grande femme qui a créé la chamanique clinique en Suisse. Tout ça pour dire que je vois de quoi il s'agit et que les ayahuasca, effectivement, ce sont le mélange de deux plantes, puisque la plante psychotrope est détruite par les sucs gastriques, et pour cette raison, on rajoute une autre molécule qui fait que l'ayahuasca, enfin la DMT, circule dans le sang et donc agit sur le cerveau et la conscience. Bon, voilà. De toute façon, je l'avais déjà bien expliqué dans les précédents épisodes, et j'invite les personnes qui nous écoutent à aller découvrir les épisodes du mois de juin 2023, je précise, sur le chamanisme. Et donc ça, c'est ta première expérience. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en citant tes expériences, on sait ce que tu as visité et quels sont les pays où tu es allé. Donc continue dans ton élan. En fait, c'est un petit travail d'enquête. Alors, donc c'est vrai. L'Amérique du Sud, tu as testé ça en Amazonie? Plutôt côté péruvien, brésilien. Exactement. Pérou. Au Pérou, et puis par pur hasard, en fait, j'étais là-bas avec mon petit sac à dos, et puis j'ai été hébergée hyper gentiment par un couple qui, je sais plus pour quelle raison, on s'est mis à parler d'ayahuasca, qui m'a dit mais mon oncle fait ça, c'est un chaman, c'est le chaman du village, il faut absolument que tu le rencontres. Bon ben voilà, super, je me retrouve à rencontrer un chaman, tout va bien. Et puis voilà, de fil en aiguille, ça s'est fait. En plus, en tout petit comité, on était 3. Donc voilà, à ce niveau-là, ce qui est plus rassurant, exactement, et plus d'une certaine manière plus authentique, parce qu'en plus, voilà, c'était pas forcément quelque chose qui avait été réfléchi. C'est pas le chamanisme touristique. Non. Et puis ça donne quelque chose de tellement profond de pouvoir échanger, même en dehors. Enfin, bref, tout ça pour dire que c'était une très belle expérience. Et à la suite de ça, c'est pareil. J'ai eu l'occasion sur ces dernières années de faire un vipassana. Un vipassana, c'est une retraite de méditation de 10 jours en total silence, et c'est une expérience qui est quand même très très forte aussi, parce que ne pas parler pendant 10 jours, pas le droit d'avoir son téléphone, un bouquin, quoi que ce soit en fait qui puisse distraire, c'est assez fort. Moi, c'était dans une recherche justement d'équilibre psychologique, d'équilibre mental, et je cherchais des choses en moi.
est-ce que ça m'a apporté les réponses que je recherchais, ou même est-ce que ça m'a permis d'avoir une pratique de la méditation par la suite stable et constante? Non. Pour être très honnête, il y a des gens pour lesquels ça marche super bien et c'est super, et moi je suis le genre de personne qui a du mal à méditer. C'est un fait. Je suis prof de yoga, je suis naturo, tout ce qu'on veut, et ben j'ai du mal à méditer quand même. Donc c'est pas grave, mais c'est vrai qu'en termes d'expérience, c'était puissant et ça m'a permis d'aller chercher peut-être quelques petites choses qui de toute façon, même si on s'en rend pas compte au moment donné, et sur le long terme, on se rend compte en fait des effets. En tout cas, ça apporte des insights d'une certaine manière. Oui. Donc ça a été une super expérience aussi. Je vais peut-être pas commencer à énumérer toutes les expériences que j'ai vécues sur les dernières années, mais en tout cas. Mais si, les plus. Il y en a tant que ça. Oui, il y en a un certain nombre. Et puis de toute façon, après ça dépend aussi des perceptions. Tout peut être prétexte à expérience, et on peut en fonction des personnes voir quelque chose qui est pourtant banal pour quelqu'un être mémorable pour quelqu'un d'autre. Donc mais globalement je pourrais aussi citer par exemple le breathwork qui est une pratique que j'aime beaucoup, encore une fois que je recommande pas forcément pour tout le monde. C'est on peut passer par des états assez intenses, mais c'est une pratique. Ça consiste en fait à passer plus ou moins en hyperventilation avec sur de la respiration. En fait, on appelle ça aussi de la respiration holotropique. Donc avec de grandes inspirations et de grandes expirations, avec la bouche ouverte, tout passe par la bouche. Et au bout d'un moment, en fait, au bout d'un certain nombre de respirations, on arrive à un état de conscience modifié qui permet en fait d'aller chercher, d'aller creuser un petit peu à l'intérieur en laissant le mental de côté. C'est un peu accélérer le phénomène de méditation. Moi, ça m'a aidé parce que j'avais du mal à méditer, très honnêtement. J'ai mon cerveau qui est tout le temps en ébullition. En arborescence. Exactement. C'est un mind mapping constant. Constant, exactement. Donc forcément, mind mapping c'est bien, mais pour la méditation, ça aide pas beaucoup. Non. Donc là, c'est vrai que le breathwork, ça a été hyper intéressant. J'en ai fait pas mal du coup, parce que à chaque fois ce sont des sessions qui sont épuisantes, mais qui permettent justement d'accéder à des niveaux de conscience un petit peu altérés et éventuellement enfin en tout cas des niveaux de conscience qui sont intéressants et auxquels on n'a pas forcément accès dans la vie de tous les jours. Donc plutôt très intéressant, et on appelle ça de la respiration holotropique pour ceux qui veulent aller checker sur Google. Eh ben écoute, je connaissais pas, pourtant je suis passée comme toi par beaucoup d'expériences très différentes, des choses que j'ai adoptées, d'autres que j'ai laissées sur le bas côté de mon chemin et de mon autoroute, et je connaissais pas, même pas de nom. Il me semble pas avoir rencontré déjà ce terme de breath work ou respiration holotropique. Je ne connaissais pas. Et donc, en plus de tes études d'école de commerce, tu as aussi, j'ai vu d'autres choses, je crois, tu as un billet, voire deux. Je sais pas comment tu as fait pour faire tout ça en si peu de temps. Et t'es aujourd'hui aussi naturopathe, donc tu as complété tes connaissances empiriques, tes expériences aussi par une formation de naturopathie, et peut-être d'autres dans le cadre du bien-être. On y vient. Exactement. En fait, c'est l'avantage. Il faut savoir que quand je suis partie, c'était plus ou moins, alors un peu avant la période du Covid, et donc le Covid, toutes les écoles ferment, etc. Moi, j'ai eu la chance de partir à l'étranger, notamment pendant cette période-là, ce qui m'a permis de vivre, de pouvoir voyager, et en même temps, le Covid a été catastrophique, mais ça a eu un seul côté positif, c'est que ça a permis de rendre quasiment tout accessible en online. Et donc, ça m'a permis de pouvoir continuer à étudier pendant toute cette période-là et après, via mon ordinateur, peu importe le pays dans lequel j'étais, j'avais la possibilité justement d'avoir une connexion Internet et de pouvoir suivre des enseignements. Et ça a été extraordinaire. Honnêtement, c'est génial. Et je trouve que c'est super qu'on ait fait une avancée
une avancée énorme là-dedans depuis le Covid. Je pense que ça va aider beaucoup de gens et ça donne un accès à l'information et à la formation de manière générale beaucoup plus facile. Et je trouve ça top. Donc moi, ça m'a permis de me former. Alors j'ai commencé ma formation en naturopathie. Il faut savoir que la naturopathie, c'est pas, pour l'instant, c'est pas réglementé. Donc moi, ma formation, c'est une formation américaine qui se rapproche en fait. Ça va être l'équivalent de la naturopathie en France, mais encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas réglementé. Donc Oui. donc en fait. C'est compliqué. Alors, il y a quelques écoles en France, honnêtement, que je pourrais recommander à 3000% parce qu'elles sont extraordinaires. Et si un jour j'ai la chance de pouvoir complémenter encore parce que, encore une fois, on n'a jamais fini On n'a d'apprendre. jamais fini d'apprendre et de recommencer. Exactement. Je suivrai une de ces écoles, mais moi, du coup, ça me donne la légitimité de me décrire, entre guillemets, comme naturopathe parce que c'est l'équivalent de la naturopathie aux États-Unis. J'ai fait une spécialisation aussi en nutrition végétale, qui était le mode alimentaire qui m'a accompagnée pendant de très longues années. J'ai été végane pendant 6 ans. 6 ans de véganisme que j'adore et je ne regrette rien. Je le suis toujours de manière... En général, je reste végétalienne quand je le peux, mais c'est vrai que aussi... Le voyage permet pas forcément toujours de suivre ces valeurs. Moi, j'avais des valeurs justement de respect de la nature et de tous les êtres vivants, et j'essaye de le respecter au maximum. Je suis beaucoup moins végane entre guillemets si on a décidé de mettre une étiquette dessus qu'avant. Et je pense qu'encore une fois, pour avoir étudié la nutrition, il faut faire attention, il faut être capable de suivre vraiment pour être sûr de pas avoir de carence parce que c'est pas le véganisme qui apporte la carence, c'est le manque de diversité. On n'a pas forcément accès tous à une diversité au niveau de nos aliments. Donc voilà, toujours faire attention à ce niveau-là. Mais c'était ma passion et donc j'ai décidé de me former là-dessus. Et puis de fil en aiguille, pareil, je me suis formée au yoga. Donc je suis devenue professeure de yoga, ce qui m'a permis de pouvoir l'enseigner et de créer accessoirement. Si vous checkez mon profil sur LinkedIn, par exemple, d'aller organiser des retraites pour pouvoir transmettre un petit peu tous mes passions, que ce soit le yoga, la méditation, en tout cas le côté mindfulness et la nutrition végétale à des digital nomades, donc des personnes qui ont décidé de vivre et de travailler depuis leur ordinateur depuis n'importe quel pays sous forme de retraite. J'ai décidé de créer des retraites qui permettaient aux digital nomades de pouvoir se familiariser un petit peu plus avec le bien-être comme moi je l'entendais à travers ce que moi je pratiquais. Tu l'as fait dans tous les pays ou en particulier à Bali? Parce que moi je connais ton expérience balinaise, mais j'ai l'impression que tu t'es arrêtée assez longtemps dans plusieurs pays et pas seulement un seul. Exactement. Bali, c'est le seul pays. Alors, c'est aussi le pays dans lequel j'ai été la plus productive, on va dire, dans le lancement de Manalab. Donc, en termes de temps, j'avais pas autant de temps qu'avant de me lancer dans ce projet entrepreneurial. Mais par contre, je l'ai fait notamment aux Açores, au Portugal. Principalement aux Açores et au Portugal, et après c'était de manière un peu plus informelle, donc ça compte moins, mais de manière 100% officielle, je l'ai fait aux Açores et au Portugal. Et à Bali, en fait, c'est interdit accessoirement d'organiser, de travailler, donc par exemple d'organiser des retraites. À Bali, c'est interdit. Il faut avoir un visa très spécial, et je veux pas. Moi, je veux rester dans la légalité. Je ne prendrai pas le risque de me retrouver face aux autorités indonésiennes. Et comment ça se passe du coup pour les digital nomades? À partir du moment où ils travaillent sur leur ordinateur avec des entreprises hors Indonésie, c'est bon? C'est le fait de créer une activité sur place qui pose problème? Alors même à ce niveau-là, hein, ça reste encore une fois, c'est une zone très floue. Bali reste un endroit où et c'est vrai qu'il y a beaucoup de digital nomades. Je pense qu'il y a beaucoup de laissez-passer. On ferme les yeux. Le gouvernement ferme un peu les yeux parce que c'est vrai que ça apporte énormément de valeur aussi. Soyons honnêtes, c'est normal. Ils louent des appartements, ils font
fonctionner l'économie locale. Mais par contre, théoriquement, en fait, c'est pareil, il faut avoir un visa très particulier pour pouvoir être digital nomade. Moi, j'avais ce visa. Il faut ressembler à un touriste. C'est ça. Plus c'est digital touriste plutôt que. C'est un petit peu ça. Mais c'est compliqué de faire la différence, donc forcément, Oui. Donc il suffit de rester en short et en tongs et de faire semblant de surfer dans un café, quoi. Et ça passe. Ouais, exactement. Après, je caricature parce que les autorités indonésiennes rigolent pas du tout. C'est avec vraiment la loi, un pays non. dans lequel, non. Je ne m'y frotterai pas et on m'a déjà dit voilà non pour certaines choses et j'ai respecté le non parce que non, ça reste un pays qui est en développement. On n'a pas les. Encore une fois, en Indonésie, on peut finir en prison pour pas grand-chose. Hein. Donc voilà, il faut faire vraiment très très attention. Je sais que, alors je fais une petite aparté, mais je sais que Bali, ça donne hyper envie et tout le monde a envie de partir là-bas, etc. Et c'est super, c'est extraordinaire si vous respectez la culture locale, bien évidemment, et que vous faites marcher les commerces locaux. Et que vous payez le prix. Enfin bref, je vais pas rentrer là-dedans, mais en tout cas que vous respectez le pays. C'est très bien, mais attention. C'est même une attitude à avoir dans n'importe quel pays où on va. On va pas vivre ou même visiter un pays pour transposer notre propre culture et l'imposer aux autres. Malheureusement, je l'ai vu bien trop souvent cette imposer notre façon de vivre, quel que soit ce nôtre, allemand, français, américain ou que sais-je, dans les autres pays et avec même un esprit critique, enfin au mauvais sens du terme, alors qu'on est censé découvrir ce qui est différent de nous, et non pas le comparer avec notre façon de vivre, et encore moins en critiquant cette façon de faire sans en connaître les tenants et les aboutissants. Il y a souvent une explication culturelle, un fondement, une tradition derrière. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas le problème. On doit respecter comme on attend d'être respecté dans notre façon de vivre et nos cultures et ne pas être critiqué pour un oui ou pour un non. Mais ça, c'est censé aller dans les deux sens. Mais je te rejoins totalement là-dessus et quand c'est non, c'est non. On va me dire ouais, mais bon, mais ça c'est pas grave. Non, c'est pas grave pour toi. T'as pris l'habitude que ça soit comme ça pour toi. Pour eux, s'ils ont interdit cette chose-là ou s'ils la prennent au sérieux, ils ont leur raison, même si on ne les comprend pas. Peu importe. Et donc, tu as beaucoup voyagé et ta dernière année, non, je précise, tu es revenu en France depuis quelque temps. Il s'est passé quelque chose, j'imagine, pour revenir en France. Donc, tu as passé, je pense, la dernière année à Bali. Tu m'arrêtes, parce que ce sont plus des déductions, pas des suppositions, des déductions depuis que je te suis et je vois ce que tu fais. À un moment, tu as décidé de, comme tu dis toi, solutionner un problème, donc créer un produit. Je te laisserai en parler plus en détail. Tu étais à Bali, tu avais une idée derrière la tête, même des idées derrière la tête, te connaissant, ça s'arrête pas une seule. Tu as passé la dernière année à Bali en essayant de créer cette chose et cette solution à un problème, et puis t'es rentré parce qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu un obstacle et tu as contourné cet obstacle de cette manière-là, si j'ai bien tout compris. Je te laisse la parole et décrire un petit peu ta dernière année à Bali. Bien sûr. En tant qu'entrepreneur. Je sais pas si c'est vraiment un obstacle. Alors il y a quand même une partie d'obstacle. La partie d'obstacle, c'est que à la base, j'étais partie à Bali, puis j'avais des connexions aussi en Inde parce que je m'étais passionnée pour les plantes et les champignons adaptogènes. Qui sont du coup des plantes et des champignons qui sont originaires de la médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique, donc qu'on retrouve en Indonésie, en Inde, en Chine et dans d'autres pays asiatiques. Et j'avais comme idée, je voulais vraiment sourcer moi-même mes plantes. Et j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai pas eu d'autre choix que d'arrêter d'essayer de sourcer moi-même mes plantes parce que pour la simple et bonne raison, j'avais pas
j'avais pas des quantités qui étaient suffisantes. Au niveau, on parlait justement des réglementations indonésiennes, c'était une catastrophe. C'était impossible. J'avais des blocages de partout. Enfin, c'est un jour on te dit oui, puis le lendemain c'est non, et puis si on t'a dit oui et que tu le fais, mais que finalement c'est non, tu finis en prison. Donc bon, c'était pas du tout. Il faut faire hyper gaffe avec ce genre de choses. Hein. Non, c'était pas le but. C'était pas pour ça que j'étais là. Et donc j'ai décidé et puis en même temps, moi je voulais faire des produits et c'est du coup ce que j'ai mis en place qui était ma promesse, c'est aussi d'être inspirée des médecines traditionnelles, des médecines ancestrales, mais validées par la science. Et pour que ce soit validé par la science, il me fallait des extraits qu'on appelle titrés ou standardisés, et qui donc sont les mêmes extraits, ou en tout cas les principes actifs qui se retrouvent à l'intérieur sont dans les mêmes quantités que les essais cliniques qui ont été faits. Et donc pour pouvoir avoir ça et pour pouvoir avoir cette entre guillemets sûreté, alors pas sûreté, mais cette comment dire, être sûr de l'efficacité justement des produits et pouvoir éventuellement aussi les vendre en pharmacie et voilà, pouvoir mettre en avant les bénéfices. Voilà, je voulais vraiment des extraits qui étaient titrés en principes actifs, avec un certain nombre de principes actifs en fonction des plantes et des champignons. Et donc j'ai dû laisser tomber l'idée de faire mon sourcing moi-même, même si ça a été extraordinaire et je regrette absolument pas d'être passée par cette case-là. Ça fait perdre du temps, mais c'était quand même génial, donc je regrette pas. Et donc passer par une autre étape de sourcing qui était plutôt du sourcing directement d'extraits. Et là ça a été aussi assez compliqué parce que pour trouver des extraits dont on connaît la traçabilité, on sait d'où ça vient, comment est-ce que ça a été produit, comment est-ce que ça a été récupéré, est-ce qu'il n'y a pas du travail enfin bref, c'est juste Quelle méthode d'extraction pour les extractions, parce que ça c'est encore le processus d'après, etc. Être bien vérifié que, par exemple, je parle des champignons, bien vérifier que c'est pas juste du mycélium, parce qu'on sait très bien que si c'est que du mycélium, il y a de fortes chances que les bêta-glucanes, qui sont justement les substances qu'on recherche entre autres dans les champignons, vont bien provenir des champignons, et donc auront tous les bénéfices qu'on recherche, et pas seulement provenir des grains sur lesquels les champignons ont poussé. Parce que bien souvent, c'est le problème, on récupère le mycélium, c'est-à-dire toutes les petites ramifications sous la terre. Et puis, sauf que là, on les fait pousser sur des grains. Donc là, on récupère le mycélium emberlificoté avec tous les grains. On broie ça, donc on récupère 70% de grains, et puis donc d'avoine par exemple, ou de riz, et puis quelques petits pourcents de champignons, et puis on récupère donc des extraits qui sont surtout des extraits d'avoine, quoi. Donc c'est dommage. C'est un peu dommage. Bien que l'avoine a son intérêt, mais c'était pas le but recherché. C'est super, mais c'est exactement. L'avoine a plein de bénéfices, mais dans le cas du bien-être mental, par exemple, les effets bénéfiques se retrouvent dans les champignons, dans les plantes adaptogènes. Donc bref, ça a été assez compliqué. Donc c'est une des raisons aussi qui m'a poussée à rentrer en Europe. Et la deuxième raison, c'est que je me suis vite rendu compte que je décidais de lancer une entreprise et donc une marque un petit peu avant-gardiste dans un pays qui est pas forcément très éduqué sur le sujet. On en parle peu aux US, on parle beaucoup de champignons, etc. En France, très très peu. Et donc en fait, j'avais besoin d'être sur place pour pouvoir communiquer, pour pouvoir comprendre en fait, parce que ça faisait des années que j'étais à l'étranger. Donc en fait, j'avais besoin de savoir où est-ce qu'on en était en fait en France. Ta cible étant en Europe et en France en particulier, il faut être proche de son persona, pour reprendre des termes de marketeur. Il faut être proche de sa cible pour la comprendre. Oui. Ouais. Oui, c'est très enrichissant d'être à l'étranger, mais en même temps, le mot peut-être est trop fort. Ça t'a peut-être déconnecté de la réalité française et européenne, étant toutes ces années ailleurs. Ce qui est très enrichissant, parce que tu poses un regard différent sur les choses et les gens. Mais en même temps, à qui tu vends? La question. C'est bien ça. À qui tu t'adresses plutôt.
avant de vendre. Bien évidemment. Et puis, sachant qu'en plus, j'ai fait le choix pour, pareil, des questions de traçabilité. Alors, certes, ça coûte un peu plus cher, mais pour des questions de qualité aussi, j'ai fait le choix de passer pour l'instant par un laboratoire français. Et forcément, c'est bien d'être aussi proche de sa source de production. C'est quand même important aussi. Donc, aussi pour le fait que quand on est à l'étranger et qu'on deal parfois avec des Français, les délais de réponse peuvent être rallongés, puis miraculeusement, quand on rentre en France. Et quand on peut les appeler et les harceler au téléphone, là, c'est beaucoup plus facile. Ça ne m'étonne pas. Je précise voilà, juste, donc tu étais à Bali, tu as eu cette idée de lancer ton entreprise. On n'en a pas trop parlé parce qu'on est rentré très vite dans le sujet. Pourquoi du pourquoi. Donc, ton entreprise aujourd'hui s'appelle Mana Lab et tu veux mettre sur le marché des compléments alimentaires à base, plus précisément de champignons adaptogènes, alors que la gamme des plantes adaptogènes est beaucoup plus large. Plantes adaptogènes aussi, les deux. Plantes adaptogènes et de champignons adaptogènes pour répondre, comme tu as dit, à un besoin, le bien-être mental. Et quelque part, ça répond à un besoin qui t'est propre aussi, non? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il y a deux choses. Alors là, ça me fait penser. Alors, je fais une toute petite anecdote. Mais j'ai eu il y a 2 semaines au téléphone, j'ai eu une amie américaine que j'avais pas eue depuis des années. Et puis je lui ai raconté un petit peu. Je lui ai dit, tu sais quoi, je suis sur ce super projet et tout, j'adore, c'est génial, tu vas adorer. Et elle m'a dit dis donc t'en as mis du temps. Alors en anglais je vais pas traduire, mais t'en as mis du temps parce que pour elle c'était évident quand même en école de commerce je passais mon temps à essayer de conseiller les uns les autres et puis quand j'avais pas une solution, que quelqu'un était malade, j'essayais d'aller chercher la solution et puis je trouvais tiens alors j'ai lu ça et puis ça je pense que tu pourrais faire ça et tu pourrais faire une décoction avec ça. Enfin bref, c'était je sais pas, je pense que en moi j'avais cette volonté ou cette envie de solutionner des problèmes, d'essayer de trouver toujours dans le domaine du bien-être, de la nature, etc. Et de faire un peu ce que moi, ma grand-mère avait fait pour moi. Et donc, de manière plus axée sur le pourquoi est-ce que j'ai décidé de lancer et de me lancer dans cette aventure entrepreneuriale et de créer des produits à destination du bien-être mental, c'est que, alors c'est vrai que souvent on me dit mais on dirait pas. Mais en fait, si. J'ai commencé en fait très très tôt, à 18 ans, j'ai fait une grosse dépression, quelque chose de fracassant, quelque chose de très très costaud qui m'a amené à avoir de grosses pensées suicidaires. Ça a duré 1 an et ça a été très très dur. Ça a été même maintenant, j'ai encore même des trous dans ma mémoire parce que mon cerveau a décidé de virer. De te protéger. Voilà, de virer cet épisode-là. J'ai failli du coup tomber en échec scolaire, etc. Donc ça a été très compliqué. Et à la suite de ça, malheureusement, ça s'est pas beaucoup arrangé pendant des années. C'est-à-dire que j'ai alterné entre j'avais de gros problèmes, des up and down, et puis j'avais des gros problèmes de concentration, de mémoire. J'avais des insomnies. J'avais mal au dos tout le temps. Alors maintenant, je comprends pourquoi est-ce que j'avais mal au dos, les deux étant reliés justement. Le bien-être, quand on dit j'en ai plein le dos, bah oui, il y a peut-être une raison. J'avais, je vais pas faire la liste, mais globalement ça allait pas quoi. J'étais une adolescente adolescente et jeune adulte qui n'allait pas du tout bien. Donc c'est un peu tricky, c'est un petit peu traître parce que quand ça va pas, mais que parfois ça va bien, on se dit mais non, allez, ça va aller. Et puis bon, ça allait pas. Donc on m'a mis sous antidépresseurs, on m'a mis sous anxiolytiques, pilules pour dormir, je ne me rappelle plus, somnifères. Et là je me suis, globalement, ça m'allait pas non plus. Je pense que c'est un secret pour personne. Tu avais le cocktail gagnant là. Voilà, bien souvent ça ne fonctionne pas vraiment, ou en tout cas, ce sont pas des solutions sur du long terme. Certainement pas sur un corps et un cerveau qui est en plein développement.
Enfin bon bref, pour moi c'est une aberration. Donc, mais c'est pas grave. À l'époque, je savais pas, donc j'ai pris ça et puis ça n'a absolument rien aidé. Donc, vu que j'avais du mal à suivre et que j'avais du mal à continuer mes études, etc. On m'a donné des stimulants à la base, des plus ou moins des dérivés d'amphétamine. Donc, comme si c'était mieux. Voilà. Ouais, bonjour le cocktail quand même, hein. Voilà. Mais parce que le problème, c'est que j'ai jamais été quelqu'un de dépressif. Je ne suis pas en soi dépressif. J'arrive à ressentir de la gratitude pour plein de choses. Alors c'est aussi parce que du coup j'ai travaillé le sujet. Mais à la base, j'étais pas dépressive. Mais mon cerveau faisait que au niveau des neurotransmetteurs, ça pêchait. Au niveau de sa chimie, ça n'allait pas. Exactement. Je sécrétais pas assez notamment de sérotonine. On s'en est rendu compte, voilà, après avec différents tests. Et voilà, ça n'allait pas. Mais en même temps, ce que me donnaient les psychiatres n'allait pas non plus. Donc un jour, alors ça s'est fait sur plusieurs mois. Je dis un jour, histoire de faire un peu histoire. Mais ma grand-mère est tombée très malade. Elle est décédée. Par la suite. Et avant de décéder, elle m'a dit écoute, arrête tout ça, ça va pas du tout t'aider. Moi, ils ont pas su m'aider. Alors ça fait un peu complotiste de dire ça comme ça, et je veux pas que ça paraisse comme ça, mais en tout cas, elle m'a conseillé d'essayer de trouver des solutions ailleurs et par moi-même. Et pourtant j'essayais déjà parce que je m'intéressais déjà à tout ça, mais pas suffisamment, et en tout cas j'en avais pas fait ma priorité. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé d'en faire ma priorité. Et c'est à la suite de ça, en fait, que j'ai décidé de tester à peu près tout ce que je pouvais tester, toutes les pratiques possibles et imaginables, de l'acupuncture, de la méditation, du yoga, etc. Certaines choses ont été bénéfiques, d'autres m'ont pas fait grand-chose. Bon, je pense que voilà. Et dans ces choses-là, il y a eu de la supplémentation. Donc au début, j'ai commencé avec des choses beaucoup plus classiques, comme toi, ça doit te parler, bien évidemment, du millepertuis, par exemple. Oui. Voilà, donc des choses comme ça. Mais bon, à l'époque, je prenais la pilule, donc le millepertuis et la pilule, ça va pas ensemble, donc il faut faire très attention. Oui. Donc voilà, ça va pas avec beaucoup de médicaments. On pense à la pilule. Exactement. Parce que les conséquences sont assez. Enfin, elles sont toutes dramatiques, mais c'est lié à une enzyme particulière dans le foie qu'elle inhibe, et du coup ça potentialise ou ça inhibe certains traitements. Et il faut le savoir, et puisque tu en parles, si on doit prendre du millepertuis, il faut demander à son médecin ou son pharmacien si ça colle avec les autres traitements, pour justement ne pas avoir d'interaction médicamenteuse. C'est pas parce que c'est une plante, elle est très efficace, mais ça dépend de ce qu'on prend à côté ou pas. Si on prend rien, tout va bien, on peut y aller. Ouais. Et donc, tu as pris du millepertuis et puis d'autres plantes. J'ai commencé par ça, et puis après, un jour, on m'a parlé. Alors, c'était très lié justement aux médecines ancestrales et médecine. J'étais très intéressée par tout ce qui était médecine ayurvédique et chinoise. Le côté peut-être, je sais pas, étranger qui fait que ça donne un attrait. Et donc là, je me suis penchée sur tout ce qui était plantes adaptogènes et champignons adaptogènes. Et donc, j'ai commencé à me supplémenter. Le problème, et c'est un petit peu ça aussi qui a fait la tangente qui fait que j'ai décidé de commencer à créer quelque chose, c'est que quand j'allais en herboristerie, je pouvais récupérer, alors tout n'était pas disponible, mais il y avait un certain nombre de plantes et de champignons adaptogènes qui étaient disponibles sous format teinture, donc teinture mère. Le problème, c'est qu'encore une fois, je savais pas quelle était vraiment la quantité qu'on pouvait retrouver à l'intérieur, et que de sur ces principes teintures actifs, de principes actifs, ouais. Exactement. La concentration du principe actif. La concentration. Et bien souvent, c'est vrai que c'est assez dilué, ce qui est pas grave en soi, mais c'est vrai que quand on décide d'en prendre plusieurs et qu'on décide de faire un petit mix et qu'on prend plein de choses, et ben au final, exactement, c'est ça, on se fait l'alchimiste. Ouais, et puis petit chaudron perso. Exactement. Et en fait, le problème, c'est que ça contient de l'alcool, les teintures mères. Ouais. Et donc, je me suis retrouvée à prendre 20, voire plus, pipettes d'alcool par jour. Alors là, j'allais mieux, hein, forcément. Détendu. Oui, c'est vrai qu'une teinture mère est une solution hydroalcoolique. C'est une macération hydroalcoolique. Donc pour rentrer Exactement. Un peu plus dans les détails, et donc on prend de l'alcool, et il faut des alcools assez forts, donc en général c'est autour de 40 et 45 degrés. C'est comme si on prenait des shots de cognac
plusieurs fois dans la journée, si on en prend plusieurs en tout cas. Exactement. Et le problème, c'est qu'il n'existe pas justement de mix qui mélange différentes plantes et différents champignons. Donc j'étais obligée d'acheter voilà, plein de petites fioles et puis de prendre plein de petites fioles en même temps. Et le problème, c'est que voilà, c'est un petit peu ce qui a fait que attends, là ça va pas du tout. Comment est-ce que je peux faire pour? Et c'est un petit peu de ça qui est partie ma réflexion. Et à partir de là, ça a été des mois de travail sur la formulation, à appeler et rencontrer des experts justement dans différentes médecine ayurvédique, médecine traditionnelle chinoise, etc. Et trouver bien séparer, j'ai appris plein de choses, bien séparer les plantes et les champignons adaptogènes qui ont, parce que tous les plantes et les champignons adaptogènes, tu as fait un extrait là-dessus, un épisode là-dessus, donc je vais vous envoyer justement sur cet épisode-là, parce que là on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails, mais toutes ces plantes et champignons vont travailler sur le stress, mais il y en a certaines qui vont être plus apaisantes, d'autres plus tonifiantes, d'autres plus stimulantes. Et entre autres, il y en a aussi certaines qui ont des énergies qu'on appelle des énergies froides, d'autres des énergies chaudes. Et donc, en fonction, si on suit vraiment les préceptes de ces médecines ancestrales, on peut pas faire n'importe quoi. Et il faut bien faire attention à toujours contrebalancer. Si on prend des plantes chaudes, bien contrebalancées avec des plantes qui sont froides, peu importe, ça peut être toutes des plantes qui sont stimulantes. Mais peu importe, il faut toujours contrebalancer. Donc voilà, à la suite de ça, on est parti. Exactement. D'équilibre. Comme le sec et l'humide aussi, il y a des plantes ou des pratiques, bien sûr, ou des aliments qui sont catégorisés humides, secs, chauds et froids. Et en général, il faut d'abord se connaître pour prendre l'opposé, pour équilibrer. On va pas rentrer dans les détails des doshas, entre autres, et par exemple, c'est une très belle illustration, mais il y a aussi en naturopathie, puisque tu es naturopathe, les humeurs, les humeurs, les tempéraments naturopathiques. Voilà, c'est très intéressant de voir que dans des médecines savantes très différentes, comme l'Ayurveda, la médecine chinoise ou la naturopathie, qui est l'ancêtre de la médecine actuelle, côté Occident, puisque c'est la médecine hippocratique. C'est ça? Et qui est très Hippocrate, oui, c'est ça. D'Hippocrate. On parle des mêmes choses. C'est pas tout à fait les mêmes mots, mais on en revient, quand on traduit, on en revient à la même chose, que on a des constitutions et qu'il faut équilibrer. Et dans les constitutions, on a des choses qui sont dominantes et d'autres plus faibles, et que tout le rôle de la médecine savante, j'appelle les médecines savantes les médecines ancestrales, dont les protocoles et la phytothérapie ont été étudiés à l'époque déjà et répertoriés et écrites, c'est-à-dire transmises à l'écrit. Donc il y a les médecines ayurvédiques, la médecine chinoise, la médecine l'ancêtre, donc la naturopathie, mais il y en a d'autres aussi. Et comment tout le rôle du médecin savant est de rééquilibrer le chaud par le froid, l'humide par le sec, et retrouver un équilibre. Et c'est ce que fait aussi la plante adaptogène. Et donc, je voulais enchaîner avec le fait que tu es donc maintenant en France, que tu es prête à lancer ton premier produit. Où en es-tu? Parce que je ne sais pas. Et vraiment, je le dis aux personnes qui nous écoutent, je t'ai suivi, mais je ne sais plus où tu en es précisément au moment là où on enregistre l'émission. On dit toujours que c'est une fois que c'est lancé, c'est parti. Mais la mise sur route, mise sur chemin est toujours un peu compliquée. C'est vrai que ça a été compliqué. J'étais censée lancer il y a quelques mois. Et puis bon, après c'est très bien. Je trouve que les réglementations françaises sont, heureusement qu'elles sont là, donc c'est bien. Mais donc normalement on a, je dis on par habitude, mais je suis toute seule encore. Mais toi et ta boîte. C'est histoire d'eux, voilà. C'est exactement. Toi et ta boîte. Vous êtes deux entités différentes. Ouais, mais bon, bien souvent en phase de, bon, on n'est pas rentré sur la question du féminisme, etc., dont on avait parlé en off toutes les deux, mais c'est vrai que par habitude j'ai pris l'habitude de dire on.
peu importe. Tout ça pour dire que oui, on lance donc fin septembre si tout va bien. Si il pourrait y avoir un délai de 1 ou 2 semaines de décalage qui pourrait décaler jusqu'à début octobre. Mais voilà, ça reste sur fin septembre début octobre. L'automne, donc pour la rentrée, qui est une très bonne période pour prendre des plantes adaptogènes. Oui, exactement. C'est pile poil le bon moment. En plus, les températures baissent, donc. D'accord. Et donc, pour découvrir le lancement, on fait quoi concrètement? Alors, ce sera disponible donc sur le site internet en achat direct. Au début, je voulais faire des précommandes et puis, étant donné le délai qui a fini par s'allonger, ce sera disponible automatiquement. Et puis, dès qu'il y aura une commande, moi, je me mettrai derrière rapidement et puis je ferai les petits paquets. J'écrirai une petite lettre et j'enverrai. C'est vrai, c'est ce que je veux faire parce que justement, je lance comme la petite marmotte qui fait le chocolat. Exact. Ben oui, mais honnêtement, j'ai la chance d'une certaine manière. Alors économiquement parlant, c'est pas forcément une chance, mais pour moi, je considère ça comme une chance. J'ai la chance de lancer avec un tout petit stock. Donc ça me permet au moins sur mon premier lancement de pouvoir faire moi-même mes paquets, de pouvoir savoir exactement à qui est-ce que j'envoie, faire un petit mot, quelque chose de. Enfin, pour moi, c'est encore une fois, je suis passée par des étapes qui étaient très très compliquées. Oui. Et donc, si je peux aider quelqu'un, encore plus au niveau de mon lancement, je veux le faire à fond enfin voilà, c'est important aussi, surtout quand on s'adresse à du bien-être mental, d'être présent, d'être vraiment dans une volonté d'accompagnement. Et moi, c'est un petit peu ma manière d'être dans une volonté d'accompagnement en faisant voilà mes envois moi-même, etc. Donc ça, ce sera disponible sur le site internet. Sur le site internet maintenant, il y a déjà la possibilité de s'inscrire à la newsletter qui pourra justement donner un peu plus d'informations sur la date exacte de lancement. Et puis bien évidemment, il y a TikTok, Instagram, YouTube que je suis en train de créer aussi pour pouvoir suivre tout ça. Et je vais essayer de poster un maximum pour non seulement donner de l'information, mais aussi des informations sur le lancement. Tu me préviendras à ce moment-là. De toute façon, je suis inscrite à ta newsletter et de cette manière, je vais pouvoir aussi relayer le lancement de tes produits. Et je précise, comme à chaque épisode, que tous les liens vers le site et sa newsletter seront en descriptif de cet épisode et dans l'émission. On arrive à la fin de notre conversation, Maëlia, bien qu'il y ait plein de sujets que j'aurais voulu aborder. Mais voilà, c'est comme à chaque fois, c'est trop bien. On s'installe tout doucement au début et après c'est trop bien. On est autour d'un thé, une tasse de thé dans un canapé, à discuter comme deux vieilles copines et c'est super sympa. Et je finis toujours la conversation avec un quiz. C'est toujours le même. Ou légèrement adapté quand vraiment il y a une grosse différence au niveau des invités. Quelle est ta plante préférée? Quand je dis plante, c'est non comestible y compris. N'importe laquelle. Je dis, en fait, pour changer, je dirais pas une plante. On parlait de champignons et je pense que je vais choisir un champignon plutôt. Et je pense que je vais prendre l'éricium. Alors l'éricium, c'est le nom latin, mais le nom par lequel on le connaît un peu plus en France, ça va être la crinière de lion. Parce que ça ressemble réellement à une petite crinière de lion. C'est trop mignon, c'est adorable d'un point de vue extérieur. Je trouve ça extraordinaire pour un champignon en plus. Et parce que non seulement il est adaptogène, mais parce qu'il est aussi en fait il favorise la neurogénèse, qui est le développement des neurones. Et je pense que c'est un petit peu le champignon qui a chamboulé aussi un certain nombre de choses via les études scientifiques qui ont été faites dessus. En prouvant que aussi qu'on avait la capacité qu'on ne naissait pas et qu'on ne mourait pas avec la même quantité de neurones, et que peu importe, même si on évoluait et qu'on grandissait, qu'on vieillissait, on n'allait pas perdre des neurones et ne pas les récupérer. Au contraire, il y a toujours le moyen la possibilité d'en recréer, de régénérer. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Exactement. Et c'est ça ça nous responsabilise aussi sur le fait en fait, si il existe des moyens de se sentir mieux, d'aller plus loin, de s'impliquer plus dans certaines choses. Enfin, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a aucune fatalité. Et je trouve que
Voilà, ce champignon, je l'ai choisi parce que c'est, pour moi, c'est un petit peu la représentation de, il n'y a pas de fatalité, on peut toujours faire mieux et bah, on y va, quoi. Quelle est ta tisane ou préparation à base de plantes préférée? Alors, j'ai de la mélisse que je plante chez moi. Et ça pousse partout en plus. C'est ça qui est génial, c'est que dans tous les. Oui, ça ressemble à de la menthe, mais en plus citronné. Exactement, ça ressemble à de la menthe, un peu plus citronné. Ça a des vertus apaisantes. Et du coup, moi, c'est de mélisse et citron et gingembre. J'adore. Je mets les trois ensemble. C'est super, un tonifiant, un calmant, digestif en plus au niveau de la mélisse, et puis le citron pour tout ce qu'on sait. C'est très bon le citron, moi j'adore ça en plus. As-tu une citation ou un livre qui t'a particulièrement marqué? J'en ai plein. C'est compliqué, en plus c'est pas mal de livres en anglais. J'ai pas forcément envie de donner un livre en particulier. Parce qu'il y en a plein et puis je lis beaucoup de livres. Ou alors une citation ou quelque chose que tu as lu à un moment qui t'a fait changer quelque chose dans ta vie. Peut-être que d'une certaine manière j'ai lu et je suis en train de le relire maintenant d'ailleurs. Il y a quelques années j'avais lu le livre de Christian Brun, donc qui est en français celui-ci. C'est un naturopathe et il a écrit un livre sur l'alimentation et le bien-être psychique qui montre en fait la relation et à quel point le lien et à quel point on peut en fait avoir un impact sur notre bien-être psychique et sur notre santé mentale via de l'alimentation, parce que nous sommes des composés chimiques et que l'alimentation dont nous nous nourrissons sont aussi des composés chimiques. Donc en fait, voilà, c'est ça j'ai beaucoup aimé et je pense que ça m'a permis aussi de justement d'ouvrir les yeux sur ce côté non fataliste et de pouvoir trouver des solutions naturelles. Donc celui-là, je le recommanderais. Tu nous donneras les références et comme ça je le mettrai aussi dans le descriptif, ça peut intéresser les personnes qui nous écoutent. Ouais. Et puis pour finir, quel est ton secret de sorcière? Une leçon de vie, un rituel, une croyance, quelque chose que tu as envie de nous transmettre aujourd'hui? J'en ai plein, des croyances, des rituels, tout ça. Même si d'une certaine manière, je suis assez bordélique, donc les rituels en général, c'est voilà, quand j'ai le temps, quand j'y pense. J'ai du mal à me mettre un truc assez tous les jours la même chose, etc. J'ai besoin de renouveau, donc j'ai du mal à avoir un vrai rituel au sens rituel. Par contre, une chose qui, je sais, me fait énormément de bien, et je pense et puis ça a été prouvé scientifiquement, ça fera du bien à tout le monde, c'est de trouver le moyen de toujours, ou en tout cas de passer le plus de temps possible dans la nature ou au contact de la nature. Typiquement, alors je sais que ça va faire très très bobo, je sais pas trop quoi, mais j'adore marcher pieds nus et je marche beaucoup pieds nus et le plus possible dans la terre, dans peu importe, il y a des aiguilles de pin, ça pique, c'est pas grave. J'essaye de me connecter le plus possible. Ça réancre. Exactement. Ouais. C'est connu en Ayurveda, on dit que pour le chakra de base, pour le renforcer, il faut marcher pieds nus dans la terre ou dans le sable. Il y a une pratique. C'est une façon de renforcer ce chakra quand il est faible ou affaibli. Personnellement, j'ai une expression, j'appelle ça monter dans les tours. Je sens à un moment que mon cerveau surchauffe et que je n'arrive plus à connecter mon corps à mon cerveau. Comme si, je peux pas l'expliquer avec des mots, c'est vraiment des sensations. Et je sais, quand j'en arrive à ce stade-là, que c'est un manque d'ancrage. Alors, on appelle ça ancrage, ça fait un petit peu ésotérique, mais c'est rien de compliqué. C'est juste de sentir que sa tête est bien encore sur les épaules et qu'elle n'est pas en train de se détacher en quelque sorte, si je devais mettre une image. Et moi, je vais aller marcher, comme j'ai les plages à côté, je vais marcher dans le sable le plus longtemps possible. Et hop, je sens un apaisement, comme si les tours ou ce feu qui est dans le cerveau s'apaisait, s'éteignait. Et là, hop, je peux reprendre mes activités et me sentir mieux. Mais je crois que justement... Donc, ça peut se ressentir de manière physique, bien sûr. ce désancrage. Moi, je suis assez...
j'ai besoin, je suis un peu comme Saint Thomas, j'ai besoin de voir pour croire. Donc en fait, si ça marchait pas pour moi, si ça faisait rien, je le ferais pas parce que je prendrais pas le temps de le faire. Mais je vois vraiment que que ça m'aide à être ce qu'on appelle grounded. Et d'ailleurs, il y a un documentaire qui porte sur ça, je crois que ça s'appelle Earthing, comme donc se connecter à la Terre. Qui explique en fait tous les mécanismes pour les petits nerds scientifiques qui écoutent éventuellement et qui cherchent des réponses. Je pense que ça vous plaira beaucoup parce que c'est un documentaire qui est très intéressant et qui explique, qui essaye de faire sens en fait justement à cette ce fait de marcher. On remettra aussi les références si tu peux les retrouver, savoir sur quelle plateforme on peut en ce moment le voir. Ouais. Et donc, on arrive vraiment à la toute fin avec les infos pratiques. Donc, je remettrai dans le descriptif de l'épisode ton site Manalab, pour le renommer. On peut te trouver, tu disais tout à l'heure, sur Instagram, sur TikTok. Tu es en train de créer une chaîne YouTube. Et on te trouve aussi plus discrètement sur LinkedIn sous ton nom et non pas le nom de l'entreprise, sous ton nom propre qui est Maëlia Legrand. Mais tout ça, je vais le remettre aussi dans le descriptif pour suivre la suite de tes aventures européennes pour le coup. Puisque tu t'es de nouveau en France, mais surtout tes aventures tout simplement, tes réflexions et le lancement de moi j'ai hâte de tester ton produit donc à base de plantes adaptogènes et en particulier des champignons adaptogènes, parce que je pense être beaucoup dans la même problématique que toi, même si j'ai pas été diagnostiquée et que à aucun moment on a mis un nom dessus, mais je me reconnais de plus en plus dans la description des TDAH, peut-être pas d'une manière très expressive, mais oui, clairement, le manque de concentration, des trous de mémoire, une hyper-émotivité, la pensée en arborescence qui part dans tous les sens, ne pas pouvoir rester sur place, enfin bon, tout ça, ça en fait partie et je pense que tes produits me feront beaucoup de bien en ce moment. En tout cas pour la rentrée, qui, je l'annonce pour les gens qui nous écoutent, les personnes qui nous écoutent, va être différente. J'ai des nouveaux projets qui se lancent. Un nouveau format pour mon podcast, vous en saurez plus en temps et en heure, et tout ça pour dire que ça va être chaud bouillant à la rentrée, et les plantes adaptogènes vont être d'un très très grand secours. Merci pour tout, Maëlia. Merci d'avoir été à ce micro, le dernier de la saison et le dernier dans ce format-là en tout cas aussi. On aurait pu encore parler très longtemps. Je suis sûre de te réinviter à un autre moment pour nous parler de la suite. Je sais pas quand, mais on verra en fonction de ton agenda, de ce qui va se passer, de ton actualité et de la mienne. Mais je suis sûre de t'avoir de nouveau et à nouveau au micro de Secrets de sorcière. Merci encore. Merci à toi. Et à très bientôt. Merci. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici et merci de tout cœur pour ta fidélité. Comme je le disais tout à l'heure, cet épisode est le dernier de la saison. Et à la rentrée, et pour le 2e anniversaire du podcast, je prévois plusieurs modifications, une sorte de rénovation de mon podcast. En attendant, tu peux me suivre sur mon compte Insta, Conteuse Végétale, Sorcière en Herbe le podcast, et t'inscrire à la newsletter et accessoirement passer de bonnes vacances. Je te donne rendez-vous pour la rentrée et son lot de nouveautés. En attendant, je te souhaite un très bel été. À très bientôt.